Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Alors, vous me voyez avec mon sapin de Noël. Je n'avais pas monté lors des dernières vidéos parce que je les avais faites en avance et ça y est, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait cette année, les enfants l'ont fait tout seuls, donc voilà. Et cette année, ça m'a fait rire parce qu'ils ont dit on met pas tout, on met que certaines couleurs. Voilà, ils ont fait ça bien, ils ont bien calculé leur truc et tout. Enfin voilà, c'était rigolo de les voir faire. En plus, ils sont contents parce qu'ils ont aussi fait celui de chez Papy et Mamie, donc comme ça. Voilà, ça leur fait 2 fois des sapins. Alors, je vous souhaite un peu en retard, puisqu'évidemment, il y a un décalage avec les vidéos. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. C'est vrai que j'avais pas pensé que la dernière vidéo sortirait, voilà, que cette dernière vidéo serait décalée par rapport aux fêtes de Noël. Donc, j'en profite en même temps en espérant que vos fêtes de Noël se soient bien passées. Que pour ceux qui sont un peu moins, voilà, qui n'aiment pas trop cette période, je sais qu'il y en a. J'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Moi, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une série que j'adore qui est pas sur Amazon Prime, qui est... Ah, ça c'est bien quand ça se tourne comme ça, tout ça. The Boys. Et puis pour faire un book haul, ce sera un premier book haul parce que j'en ai pas mal quand même à... Je vais vous parler de mes reçus, les livres reçus, et puis ceux que j'ai reçus donc en décembre. Et puis ceux que j'ai achetés, alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire et ceux d'occasion et les neufs, on verra bien. Donc on va commencer tout de suite. Donc je voulais vous parler de la série The Boys. Alors pour ceux qui ont Amazon Prime, vous connaissez peut-être. En fait, c'est la série. Enfin moi j'adore cette série parce que elle ose tout. Ils sont complètement irrévérencieux. Ils cassent tout limite. Genre les super-héros s'en prennent plein la tête quoi. C'est vraiment. Voilà, si vous n'aimez pas les super-héros, allez regarder The Boys. C'est bourré d'humour. Alors par moments c'est un peu limite, hein, genre c'est de l'humour noir. Faut pas avoir peur de l'hémoglobine non plus, hein, parce que de toute façon dès les premières scènes ça commence très fort. La saison 3 aussi, je me suis dit ils vont pas oser quand même au début de la saison 3. Donc là il y a 3 saisons qui sont sorties. Je me suis dit ils vont pas oser, ils vont pas, mais tout en sachant qu'ils allaient oser le faire et ils l'ont fait. Et enfin c'est dès les premières scènes du premier épisode, donc. Voilà, alors en fait, The Boys, on est donc aux États-Unis à notre époque, sauf qu'il y a des humains qui ont des super pouvoirs. Voilà, ils sont nés comme ça avec des super pouvoirs. Après, on va comprendre aussi pourquoi, comment, voilà. On va un petit peu en savoir davantage. Et il y a notamment ceux qui sont... donc il y en a plusieurs qui ont des pouvoirs plus ou moins forts. Et il y en a qui sont très médiatisés, qui en quelque sorte appartiennent à une société, la société Vogt, qui fait des films sur eux, qui les met en scène, qui les médiatise à mort. Il faut qu'ils fassent comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est une société qui sert à faire du fric avec les super pouvoirs des héros. Ils ont des films, alors des fois j'aime bien parce que ça fait penser à des films de Marvel. Alors moi j'adore les Marvel et tout, hein, mais voilà, mais c'est bien aussi de prendre du recul par rapport à ces films de DC Comics ou de Marvel, voilà, qui des fois se prennent un petit peu trop au sérieux et brandissent les grandes valeurs, surtout les grandes valeurs américaines. Et là, pour le coup, les grandes valeurs, voilà, elles en prennent un coup parce que ces super-héros, mais ils sont horribles. Ils sont tellement horribles qu'ils vont se retrouver avec une petite association d'humains qui vont essayer de les faire tomber, de faire tomber la société Vote. Mais bon, la société Vote, elle est pleine de Vote, ouais, je sais pas si je prononce bien, pleine de fric et tout. En fait, le début commence, on découvre un jeune homme, Yui, on voit qu'il est voilà, gentil, qu'il se laisse faire, qu'il est voilà, un peu naïf, tout ça. Et puis sa copine vient le chercher. Ils sont dans la rue tranquillement en train de discuter. Et puis d'un seul coup, flac, vous avez une espèce de grand courant d'air. Et là, vous avez Yui qui se retrouve couvert de sang, de viscères, de ses... En fait, c'est à cause d'un super-héros qui s'appelle E-Train, c'est l'équivalent de Flash, on va dire, hein, donc il va très très vite, il poursuit un criminel, il n'a pas vu que la jeune fille elle était sur son passage, donc vu la vitesse à laquelle il va, il l'a éclaté comme un train éclaterait voilà, quelqu'un qui serait sur les rails. Donc, puis derrière ça, il s'en excuse à peine, parce qu'il se croit un petit peu tout permis, ces super-héros. Donc, voilà, donc Yui, petit à petit, va rencontrer Butcher,
qui est joué par, je ne retrouve pas le nom de cet acteur. Il a joué, c'est lui qui jouait le chef des Rohirrim dans la saga Le Seigneur des Anneaux en film, qui a joué la dernière version de Demolition Man, non pas Demolition Man, Judge Dredd. Judge Dredd, j'ai arrivé. C'est Kurt, je ne vais pas retrouver son nom, je ne sais plus. Kurt, pas Kurt Cobain évidemment, Kurt, non, Urban, oh je sais plus, enfin bref. Vous l'avez forcément vu, et il est génial vous l'avez forcément vu dans d'autres films, il est génial dans ce rôle. Il joue celui qui va, en fait, il était marié, sa femme travaillait pour Vought et elle a disparu du jour au lendemain. Et il soupçonne notamment un des super-héros, nommé le Protecteur, d'être à l'origine de cette disparition. Donc il veut à tout prix les faire tomber. Yui se retrouve avec lui. À leur équipe se joint celui qu'on appelle la Crème. Alors ça me fait trop rire parce que la Crème, c'est un Afro-Américain qui est taillé comme une armoire à glace, qui est très doux, très zen, mais qui a aussi des comptes. On voit dans ça plus dans la 3e saison qu'il y a des comptes aussi à régler avec les super-héros et la société Vought. Le français, ils ont pris un mec qui est censé être marseillais et voilà, qui a trempé dans des affaires louches qu'on verra aussi dans la 3e saison. À eux va s'adjoindre une jeune asiatique qui ne parle pas, qui a des super pouvoirs, qui est indestructible en fait. Elle est d'une force incroyable et indestructible. Voilà, mais elle ne parle pas et on va apprendre un peu tous les traumatismes qu'elle a subis. Parce que vous pensez bien aussi que les Américains n'ont pas le monopole des super-héros. Donc ils décident de poursuivre le Protecteur. Ils sont aidés aussi par une femme qui travaille pour le gouvernement, qui autrefois c'était officiel, il y avait une société qui s'occupait de surveiller les super-héros. Alors parmi ces super-héros, on a donc E-Train qui va très très vite. Je ne sais pas si on le voit un petit peu là, comme ça. Ouais, on voit pas grand-chose. Vous avez Noir. Alors c'est un homme qui est habillé tout en noir, qui ne dit jamais un mot, qui a un masque noir, on ne sait pas. On apprendra dans le 3e qui il est, dans la 3e saison qui il est. Vous avez, j'essaie de vous dire dans l'ordre des... Ah oui, Reine Maëve. Alors elle, c'est une femme, c'est la plus sympathique du groupe en fait. En fait, elle a une liaison avec le Protecteur, mais elle est surtout amoureuse d'une femme. Or, elle ne veut pas que cette liaison se sache pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a l'image de Vought, donc ça ne passerait peut-être pas bien qu'elle soit homosexuelle. Mais surtout, elle a peur que le Protecteur soit jaloux et qu'il essaie de tuer la femme qu'elle aime. Donc, ça vous donne déjà une petite image du Protecteur. Je vous en parlerai en dernier. On a l'homme poisson. Alors lui, l'homme poisson, à chaque fois qu'il y a une petite nouvelle qui arrive, il lui fait passer promotion canapé. C'est ce qui arrive à la pauvre Stella qui débarque de je ne sais son Kansas ou de son je ne sais quelle région un peu paumée des États-Unis, de sa ferme, qui a des super pouvoirs et qui est la petite nouvelle qui arrive. Hein, bien sûr, voilà, elle a droit à l'épreuve de l'homme poisson, voilà, ce qui est purement du viol et du harcèlement. Voilà, donc ça aborde plein de sujets comme ça. Voilà, les super-héros, franchement, c'est des ordures pas possibles, mais ils sont aimés par le public parce qu'ils sont tellement médiatisés que... Voilà, ils sont adorés. Et enfin, le dernier, le Protecteur, le chef, il est indestructible. C'est l'équivalent de Superman, côté ombre. On le voit un peu, je ne sais pas si on peut le voir en grand. Ouais, alors, là, vous le voyez un petit peu. Je ne sais pas si je vais réussir. On le voit, voilà, c'est lui en fait. Bon, là, évidemment, il offre son vrai visage. C'est-à-dire qu'il est blond, il est beau, il a un sourire éclatant. Mais quand il sourit, parfois il se force à sourire, vous êtes là, vous dites, il est fou, ce mec est fou, ce mec a un problème, ce mec est... Et franchement, il me fout les boules, quoi. Je peux vous dire que ce mec me fout les boules. Il est affolant. On comprend aussi pourquoi psychologiquement il n'est pas très clair. On va le savoir par la suite, on va comprendre un peu plus les choses sur son passé aussi. On va encore avoir des révélations dans la 3e saison. Franchement, les 3 saisons sont d'égal niveau. Il n'y a pas une qui est plus faible que l'autre. Moi, j'ai enchaîné la première et la 2e, voilà. Et la 3e, j'ai dû attendre un an qu'elle sorte. Et donc, Butcher, le chef des humains qui veut
surveiller les super-héros, il ne peut pas les saquer, pense que le protecteur est responsable de la disparition de sa femme. Et ce protecteur, mais c'est un véritable salaud en plus, c'est un monstre, c'est d'égoïsme, d'égocentrisme, comment on appelle ça, un mégalomane. C'est pour ça que Reine Maëve a peur de lui dire qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, parce que même s'ils sont plus ensemble, elle sait qu'il pourrait être jaloux et tuer la personne qu'elle aime. En plus, il a des relations un peu spéciales avec la PDG du groupe Vote. Bon, elle se sert un petit peu de lui aussi, elle le manipule parce qu'elle voit bien ce qui lui manque. C'est ces relations très malsaines, oui, interdit au moins de 18 ans, hein, parce que le langage n'est pas châtié du tout. Il y a des scènes d'hémoglobine, voilà, des scènes sanguinolentes. Il y a des combats et dans les propos, c'est très... Enfin voilà, je dis, vous avez... Enfin, l'homme-poisson, c'est le viol qu'il pratique sur les nouvelles qu'il... voilà, le protecteur, il est cinglé. Il y a Reine Maëve hein, qui est à peu près... Il traîne, il vient de bousiller une jeune femme, il s'en fout complètement. Voilà, il y a Reine Maëve, à la limite, qui est sympa. Et Noir qui ne dit rien. Mais sinon, et le protecteur, il est vraiment flippant à mort, quoi. Mais moi, quand je le vois, on le voit, puis on voit qu'il fait un petit sourire comme ça. Et on s'est dit, oh mon Dieu, au secours. On sent toute la folie. Je trouve que l'acteur joue super bien parce qu'on sent toute la folie qui est contenue en lui, qui le retient, quoi, pour pas, il n'ose pas parce qu'il est tenu par la PDG de Vote, à laquelle il tient quand même, par Vote, par l'argent, voilà. Mais on se dit, à un moment, ça va exploser et ça va être terrible. Et déjà, dans la saison 3, ça commence déjà à être un petit peu compliqué. Donc voilà, donc je vous conseille, alors voilà, si vous n'aimez pas, c'est bourré de références à la pop culture aussi, hein. Si vous n'aimez pas trop les films de super-héros, si vous n'aimez pas l'hémoglobine, si vous n'aimez pas les choses un peu hard au niveau, voilà, langage, hémoglobine et tout, ne regardez pas. Par contre, c'est une série qui a un humour incroyable. Les intrigues sont super bien faites parce que derrière tout ça, il n'y a en fait que des histoires d'argent, quoi. Et les super-héros sont manipulés et en même temps, ils ont le droit de tout, ils sont protégés parce qu'ils rapportent du pognon. Donc c'est vraiment bien fait au niveau de l'intrigue. C'est bourré d'humour. C'est une série qui ose tout et on en voit très peu des séries comme ça qui osent casser en plus des mythes, hein, qui osent casser les grandes valeurs des super-héros. Celui qui a de grands pouvoirs a de grandes responsabilités. Là, c'est laissé tomber, hein, c'est tout l'inverse. Ils n'en ont rien à fiche. Voilà, on est carrément à contrario de ça et voilà, c'est super de voir aussi, j'aime beaucoup moi, ça me fait penser au film The Watchmen, alors qui est beaucoup plus, dans lequel il y a moins d'humour, mais c'est pareil, qui est l'envers du décor des super-héros. Et voilà, et là où il y a ça, il y a énormément d'humour, il y a une intrigue qui est super prenante, et il rajoute, à chaque fois il y a une nouvelle intrigue, dans le tome 3 il rajoute des nouveaux personnages, auquel on ne s'attend pas. Enfin voilà, c'est vraiment, moi je vous la conseille si vous n'avez pas peur, voilà, de l'hémoglobine, de ce qui peut être vulgaire, hein, c'est par moments, voilà, c'est, hein, je dis, ils osent tout. Mais c'est ce que j'aime, c'est que c'est rafraîchissant parce qu'ils osent tout, justement. Alors je vais peut-être vous parler un petit peu de mes derniers achats, du coup j'ai parlé pendant, mais en fait c'est difficile de ne pas parler longtemps de cette série parce qu'il y a quand même 3 saisons, mais vous allez retrouver mon avis aussi sur Instagram. Sinon, au niveau des livres, les livres d'occasion que j'ai achetés. Alors, je me suis acheté, bon, ça, vous allez le voir tout de suite, hein, que c'est un livre d'occasion, Les yeux du dragon de Stephen King. Voilà, l'ombre de Flac plane depuis 4 siècles sur le royaume de Délin. Le jour où la silhouette du sinistre magicien se glisse derrière le trône du roi Roland, c'est en vue d'accomplir son noir dessein. La mort n'est pas loin. Apparemment, c'est en forme de conte, ça pourrait être lu par des enfants. Moi, j'avoue que, personnellement, je ne laisserais peut-être pas lire à des enfants. Bon, je sais pas, ou je sais pas à partir de quel âge. Voilà, donc il me faisait envie, donc j'en avais entendu parler, et je lui dis, tiens, il a pas l'air mal. J'ai acheté aussi, alors comme c'est pareil, alors ça j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, c'est Tony Parson, Les anges sans visage, elle avait eu un coup de cœur pour ce livre. À Londres, les grandes familles abritent les secrets les plus terrifiants. Une famille est retrouvée assassinée dans une luxueuse demeure après les fêtes du jour de l'an.
Le plus jeune fils a disparu. Quel est le véritable motif du crime? Pour quelle raison le meurtrier a-t-il utilisé un pistolet qui sert d'habitude à tuer le bétail dans les abattoirs? 30 ans plus tôt, un homme a éliminé un père et ses 3 fils de la même façon. Mais l'exécuteur est aujourd'hui un homme malade, mourant, qui vit dans une caravane. Difficile de penser qu'il peut être lié de près ou de loin à une famille aussi riche et puissante. L'enquêteur Max Wolf va se retrouver tiraillé entre la nécessité de tendresse dont il entoure sa fille, qu'il élève seul, et sa rage de policier endurci, qui n'a de cesse de rendre justice. Je vais décaler, je suis un petit... Voilà, et elle a eu un coup de cœur pour ce livre, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Pareil, hein, c'était surtout sur les conseils de ah, une étiquette que j'avais pas enlevée, chouette. Vous connaissez mon amour des étiquettes. Je peux dire que je me suis amusée là ces derniers temps avec les étiquettes. Puis alors, ils sont pénibles parce que c'est des étiquettes qui tiennent, mais alors qui. C'est une. Il faut dire franchement, c'est une saloperie ces étiquettes. Le jour, j'ai voulu en enlever une sur un. J'arrive même pas à l'enlever. Sur un roman qui venait en fait de chez France Loisirs. Donc c'était marqué exclusivité ou je sais plus quoi France Loisirs. Mais en fait j'étais en train de déchirer la couverture quoi, en l'enlevant. Alors je me dis flûte quoi, c'est un peu dommage. Et là c'est pareil mais elle colle. Mais je comprends pas parce que avant je pense que c'est une commande de non pas de chez Momox, ça doit venir de chez Rakuten. Et avant, elle s'enlevait quand même mieux que ça, mais là, c'est une catastrophe. Vous voyez, ça reste un petit peu marqué quand même. Donc, c'est Dans les bois, La mort des bois, pardon, de Brigitte Aubert, c'est pareil. J'ai vu ça sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre, et voilà, il me tentait bien. Tétraplégique, muette et aveugle à la suite d'un attentat terroriste, Élise vit en fauteuil roulant. Elle ne désespère pas, mais un jour, alors qu'elle attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est abordée par Virginie, 7 ans, qui lui donne des renseignements inquiétants sur des meurtres d'enfants, dont celui de son propre frère. Donc vous voyez, une petite fille qui vient dire, mais cette femme, elle est tétraplégique, muette, aveugle, comment elle va pouvoir faire pour faire arrêter ce tueur? Il est assez court en plus. Alors là, j'en ai 2, mais alors, franchement, il y a des livres... Bon, la couverture a peut-être un peu vieilli, mais... Ça fait quand même 9. C'est un moment que je l'avais, parce que j'aime beaucoup les livres d'Édouard Brazé, voilà, des beaux livres comme ça. Il y en a plusieurs que j'aime bien. Et là, j'ai pris Démons et Merveilles. Voilà, donc vous avez pas mal d'illustrations avec tous les démons. J'avais bien aimé sa série où il avait fait les dessins avec DJ Grasset, je crois, c'était, et surtout avec Sandrine Gestin. Voilà, donc il n'était pas très cher. Je me suis dit, je vais en profiter parce que je pense qu'à la base, c'est des livres qui doivent. Ah non, il était qu'à 20 € à la base, 19,90 même. Ça va, il n'est pas très cher. Voilà, donc je pense qu'il va rejoindre ma pile de. Et celui-là, franchement, nouvel achat ou, ou livre d'occasion? Franchement, quand vous le voyez, enfin voilà, en fait, c'est un livre d'occasion, mais. Il est super, il fait super neuf quoi. Enfin, voilà. Je trouve que des fois vous avez vraiment à 21,90 € à la balle. Donc c'est Christian White, Le mystère Sammy Welt aux éditions de Noël. C'est pareil, j'en ai entendu parler sur la chaîne, il est bien ce livre. Kim, une Australienne de 30 ans, est sous le choc. Un inconnu vient de lui révéler qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went, qu'elle a été enlevée 28 ans auparavant, que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Kim n'en croit pas à un mot, mais ne peut s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-il impossible de mettre la main sur des photos d'elle bébé? Et qui est cette petite Sammy, enfant disparue, à qui elle ressemble tant? Pour remonter le fil de son histoire, Kim devra affronter les dangers et la terrible réalité qui l'attendent dans le Kentucky. Un roman à suspense de haute volée qui mêle kidnapping, secret de famille et conspiration. C'est son premier roman en plus. Voilà, alors après on va passer... Hop, aux nouveautés. Ah non, j'ai oublié de vous parler des livres que j'avais reçus. Je vais même pas avoir le temps de vous parler des nouveautés, vous allez voir. J'ai reçu dans le cadre de Masse Critique Babelio, Ta seule issue de Giles Christian aux éditions HarperCollins Noir. Il ne sortira que le 4 janvier. Donc moi, la vidéo, elle sera postée, vous l'aurez avant. Les ténèbres à perte de vue, une tempête pour tout horizon, la mort qui rôde. Comment sont-ils arrivés là? Eric et sa fille avaient pourtant prévu un simple trek dans les montagnes norvégiennes, à moyen de se retrouver après le drame qui a brisé leur famille. Mais à cause d'un accident, leur voyage tourne au cauchemar. Alors qu'ils ont trouvé refuge dans une maison isolée, ils sont témoins d'un crime atroce. Le père et la fille doivent fuir à tout prix. Fuir pour survivre, c'est le début d'une traque sans merci à travers des étendues hostiles. Vous voyez, il est assez court quand même, mais je suis contente de l'avoir reçu.
Enfin, du nature writing tout en étant du suspense. Alors j'ai reçu aussi en pareil la masse critique Babelio un livre qui n'est pas qui paraîtra que le 8 mars, donc ce seront les épreuves non corrigées. C'est le projet Akana de Marin Ledin, c'était aux éditions Rajo. Alors il y a la petite fiche, donc là on voit la couverture un petit peu plus, voilà, un peu plus. Je pense qu'il y aura cette couverture-là certainement. Alors, 2175, le dérèglement climatique a eu raison de la planète. Partout, les inégalités provoquent des explosions sociales. 12 adolescents à haut potentiel sont sélectionnés par le consortium européen pour une mission. Retourner dans le passé grâce à la technologie TR-ADN et au voyage temporel afin d'y trouver une terre promise à coloniser. Ce sont les îles Marquises. L'une de ces ados, Rim, rencontre le guerrier Moana à Nuku'iva en 1592. Pourront-ils s'aimer alors que le peuple de Moana est sur le point d'être asservi et anéanti dans le passé comme dans le futur? Quand le consortium rappelle les siens, l'adolescent manque qu'à l'appel. Il envoie ses forces spéciales éliminer le jeune couple et ses alliés. Voilà, donc on va se retrouver. En fait, on va pas mal. Je l'ai déjà lu. Hein, vous avez déjà ma chronique sur Instagram. On va pas mal parler de colonisation parce que là, quand ils vont en 1592, les îles Marquises n'ont pas encore été colonisées par les Blancs. Ça va pas tarder, mais c'est pas encore arrivé. Mais eux, leur but, c'est de coloniser aussi. Ceux du futur, c'est de coloniser des endroits, voilà, et de faire en sorte que la planète ne sombre pas dans le chaos. Mais encore une fois, voilà, le but, c'est de coloniser. C'est pas de. En plus, les habitants des îles Marquises les accueillent gentiment. Et au lieu d'essayer d'apprendre avec eux, de vivre avec eux, non, c'est nous qui décidons, c'est nous les chefs, donc c'est un peu... bon, voilà, c'est pas terrible. J'ai reçu des éditions Cosmopolis, le dernier Pierre Réhoff, Nuit américaine. Alors c'est pareil, là je l'ai lu. Vous aurez peut-être ma chronique d'ici à ce que la vidéo sorte, je ne sais pas trop. En tout cas, elle ne va pas tarder à arriver sur Instagram. Ensuite, on va suivre un jeune Italien de la fin des années 60 aux années 70 qui est obligé de quitter son village italien suite à des gros soucis, qui va se retrouver aux États-Unis. Il a un oncle qui vit là-bas, qui est riche. Évidemment, vous avez bien compris que cet oncle, c'est un Italien, c'est la mafia, voilà, c'est la mafia italienne. Ce jeune homme, il va se retrouver, à Los Angeles parce qu'il veut faire du cinéma. C'est son amour du cinéma qui le pousse à ça, mais il va aussi se retrouver embarqué dans des histoires, évidemment, quand on a un oncle qui est dans la mafia. En plus, il se retrouve face à un Bolivien. Voilà, c'est un peu la guerre entre la mafia italienne et la mafia bolivienne. Voilà, on se retrouve dans une atmosphère quand même des années 60-70 où Hollywood et la mafia étaient quand même très très proches les uns des autres. Hein. La mafia a beaucoup fait pour la carrière de certains acteurs ou chanteurs. Je pense à des gens comme Frank Sinatra, des choses comme ça. C'est eux qui ont tout payé, qui ont fait en sorte qu'ils soient sur le devant de la scène. Les fêtes se faisaient avec les criminels et les actrices. Voilà, c'était des mondes très 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 mélangés. Et voilà, j'ai beaucoup aimé retrouver, ce que moi j'adore le cinéma, donc retrouver cette ambiance, ça m'a fait penser à plein de références, ça m'a fait penser au Dahlia Noir, même si le Dahlia Noir ça se passe avant. Ça fait penser au Dahlia Noir, ça fait penser au dernier Nabab et à Il était une fois en Amérique, tous les deux avec Robert De Niro. Un petit peu au Parrain, voilà, on est un peu dans les mêmes époques et voilà, on trouve des Italiens qui débarquent, voilà, pauvres de leur Italie natale, qui n'ont rien et qui petit à petit vont construire un empire et devenir riches. Mais jamais très légalement. Donc ça fait penser à plein. Puis en plus, il y a plein de références. On rencontre Hugh Hefner, le patron de Playboy. On croise Jack Nicholson. Dustin Hoffman, on rencontre des bandits comme... on parle, parce qu'il y a les pilotes de Lucky Luciano, on parle de Benjamin Bugsy Siegel. Pour ceux qui connaissent, c'est des grands criminels de l'époque. Enfin, dans le livre, ils sont déjà morts à cette époque-là, mais il y a Mickey Cohen, Myers aussi. Si vous avez lu le Dahlia Noir ou vu le film, vous voyez à qui je fais référence. Ce sont des bandits qui ont vraiment existé.
les criminels qui ont vraiment existé, qui ont régné voilà, notamment sur Hollywood, sur Las Vegas, voilà. Qui ont fini par se retrouver en prison ou tués par leurs propres alliés, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ce genre d'époque. J'avais kiffé le Dahlia Noir. Même si James Ellroy, c'est très compliqué à lire, mais j'avais vraiment adoré. J'ai reçu aussi, de la part des éditions Noir à l'absinthe, Lady Falkena. J'espère que ça ne fait pas trop de reflets parce que la couverture, elle est super belle. Alors, c'est de Alizé Villemain et c'est l'intégrale 1. Donc, je suppose qu'il y a plusieurs intégrales. Alors, Lady Falkena, Ève pour les intimes, c'est une jeune femme au tempérament bien trempé, chasseuse de l'occulte, elle quitte parfois son domaine niché au sein de l'Angleterre victorienne pour plonger dans un monde où l'emprise de la magie se révèle chaque jour plus importante, où les dragons griffent les ardoises parisiennes et les failleries dansent sur la Tamise. Bon, vous comprenez pourquoi j'étais attirée par ce roman. Voilà, bon, il est gros, mais c'est une intégrale, donc c'est un petit peu normal. Donc je suppose qu'il y aura d'autres aventures de Lady Falkena. Voilà, donc merci beaucoup aux éditions Ward Absinthe pour cet envoi, ce superbe envoi. J'ai reçu aussi de la part de Franck Sens, j'avais déjà chroniqué son livre, voilà, j'ai pas retrouvé le titre du livre, honte à moi. Ça doit être... Non, ah, c'est pas noté. C'est souvent un peu des romans d'anticipation. Le premier, c'était Néandertal. Voilà, Néandertal, tout simplement. Là, par contre, alors je pense qu'on est voilà, dans de l'anticipation et un peu la couverture est superbe, elle est en peau de pêche en plus, hein, ça se voit pas évidemment à l'écran. Alors c'est Viaticum ou Viaticum, je me demande si on dit pas ou en latin. Je vous avoue que mes cours de latin sont un petit peu loin. Quand les rêves deviennent un piège mortel. Donc c'est de Franck Sens. Alors combien de temps dure un rêve? Quelques secondes, quelques minutes, voire plus. Cette nouvelle drogue, le viaticum, n'usurpait pas sa promesse initiale, celle de revivre intensément ses souvenirs d'enfance. Depuis, des scènes familières se disputaient à d'autres, plus étranges dans les songes d'Héloïse. Des images se succédant à toute vitesse, comme si elle regardait le paysage de sa vie défiler par la vitre d'un train. Pourquoi la vision de cette sorcière vivant au fin fond de la forêt du Sidobre au XVIIe siècle venait hanter ses rêves? Était-ce le fruit de son imagination ou un effet pervers du viaticum? Cela, Cobain, le célèbre professeur en pharmacologie et biotechnologie, le créateur de cette drogue, détenait la clé de ce mystère. Voilà, donc ça m'a beaucoup... Je trouve la couverture... Alors là, ça lui rend pas peut-être... Alors je m'éloigne, vous allez moins la voir, en plus il y a un peu le reflet, mais... La couverture est super, vous voyez, en plus c'est une femme avec une robe un peu longue, ça fait un peu héroïque fantasy, je trouve. Et en même temps, on est je pense, dans un futur proche, hein, puisqu'il y a ce médicament qui existe, donc voilà. Alors j'ai reçu des éditions Dolce Paragraphe 175. En fait, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai posté ma chronique aussi très récemment, le journal de mon grand-oncle Werner, de la même autrice, Déborah Ernoult. Et en fait, on va retrouver, dans Paragraphe 175, on va retrouver un des personnages qui est dans le journal de mon grand-oncle Werner. En fait, dans le journal Mon grand-oncle Werner, c'est une jeune femme qui, en rangeant les papiers de sa grand-mère, retrouve ce fameux journal, découvre que son grand-père et son arrière-grand-père ont fait partie des jeunesses hitlériennes, sont allés au front, ont fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et surtout ont travaillé tous les deux, et surtout son grand-oncle, dans le camp de Dachau. Donc là, on retrouve en fait un des personnages qui apparaît dans ce roman. Dans le journal de mon grand-oncle Werner. Je suis super contente, parce qu'en fait j'ai commencé à lire le journal de mon grand-oncle Werner, il m'avait envoyé celui-ci, je vais en savoir plus sur ce personnage, même si je sais ce qui va lui arriver. Bon, malgré tout, c'est intéressant. C'est Kalev, en fait on va suivre Kalev Schreiber, qui est un jeune Allemand de 23 ans, fils d'un commerçant juif de Munich, donc il va se retrouver à Dachau. Alors le paragraphe 175, je ne connaissais pas, ils en parlent dans le journal de mon grand-oncle Werner. C'est une loi qui a été édictée, qui a été édictée Je suis troublée parce que je viens de recevoir un message en même temps sur le portable, du coup je lis le message en même temps, du coup ça me coupe dans mon idée, qui a été mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans les camps de concentration, bien sûr, vous aviez des juifs, donc ils avaient une étoile jaune. Et puis, selon les catégories à laquelle vous apparteniez, vous aviez une étoile d'une couleur différente. Si vous étiez un grand criminel, je crois que c'était vert. Vous aviez les communistes ou résistants qui avaient une étoile d'une autre couleur. Et
ceux qui en bavaient le plus, c'était les étoiles roses, c'était les homosexuels. Alors cela, je veux dire, déjà c'était pas quand même facile pour les autres, mais pour eux c'était encore pire, quoi, parce qu'on les mettait au pire des travaux, on les mettait, enfin voilà, c'était des aberrations, c'était des monstres pour eux, voilà, enfin c'était ce qu'il y a de pire. Et le paragraphe 175, c'est comme une loi qui a été rajoutée au code pénal, faisant de l'homosexualité un délit, quelque chose d'interdit. Il faut savoir que ça a été abrogé qu'en 2014 en Allemagne, même si il y a longtemps que les Allemands avaient laissé, on avait laissé les, voilà, où on n'arrêtait plus les homosexuels parce qu'ils étaient homosexuels, mais voilà, ça a été, la loi a été retirée qu'en 2014. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout cette loi, et voilà, du coup, d'où le titre paragraphe 175. Donc, on en parle déjà dans le journal de mon grand-oncle Werner, et là, on va suivre, voilà, un autre personnage de mon grand-oncle Werner. Ça se lit, le premier, le carnet, parce qu'ils ont l'air gros, mais en fait, ils se lisent super bien. Donc voilà, je suis contente de retrouver ce personnage sur lequel, en fait, on n'en sait pas trop, et donc c'est sympa de le découvrir. Du coup, je vais pas avoir le temps de vous parler des nouveautés que j'ai que j'ai achetées. Je vais devoir m'arrêter là parce que, bon, normalement, je ne dois pas avoir de réception tout de suite, donc ça devrait être un petit peu plus calme. En même temps, il y a les fêtes de Noël qui vont arriver, donc... Enfin, elles seront déjà passées quand vous aurez cette vidéo, mais bon. Voilà, donc je vais vous laisser. Je pense qu'on se retrouvera peut-être pour un update lecture. Il faut que je vous reparle aussi du PLIB. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux nouvel an, une bonne et une heureuse année, avec tout ce qui peut vous faire plaisir, et surtout la santé, comme on dit toujours, c'est bête, mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus important, des bons moments en famille, et que tout se passe bien pour vous. Et puis, du coup, moi, je vous donne... alors, je suis en train de calculer quel jour on est. Je pense qu'on se reverra donc l'année prochaine, en 2023. Donc, encore une fois, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite de belles aventures livresques. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.